Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir Ambroise Mamba, qui n'est plus à présenter, c'est un confrère journaliste, présentateur de l'émission Table Ronde, ici à Congo Web Télévision. Ambroise, bonsoir. Bonsoir bienvenue Nicole, bonsoir. Dans Tac au Tac Magazine. Merci. Comment allez-vous? Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Et avec vous, nous allons réfléchir froidement par rapport Le plaisir est partagé, Nicole. Oui, oui, oui. Merci aussi à ce grand public de Tac au Tac Magazine qui nous suit. On va passer en revue l'actualité de l'heure Ambroise. Exact. Nous allons d'abord commencer par la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Malgré la prorogation de l'état des sièges, déjà 6 mois, rien n'échange. Il y a toujours des tueries. D'ailleurs, aujourd'hui, ce matin, on a tué 5 personnes en Ituri. Alors, comment évaluez-vous cet état des sièges? Non, ben, effectivement, le problème de l'évaluation de l'état des sièges ne se limite pas à compter le nombre de morts. Parce que les gens mourront toujours, parce que les gens ont continué à mourir. Mais il n'y a pas d'évolution, rien n'échange. Il ne faut pas dire que lorsqu'il y a deux personnes qui meurent, lorsqu'il y a des tueries, cela veut dire que il y a échec de l'état des sièges, comme si l'état des sièges voudrait dire absence totale. Mais on parle quand même de l'échec, par certains observateurs. Alors, je voudrais répondre, je voudrais que tu me laisses répondre. Allez-y, Ambroise. Ce que je peux dire, effectivement, il y a un problème. Nous allons parler justement de l'arrivée des troupes ougandaises. Oui, nous allons parler, mais évaluer d'abord. C'est cette arrivée des troupes ougandaises sur les sols congolais qui explique ce qu'on peut qualifier d'échec de l'état des sièges. Parce que justement, lorsqu'on a décrété l'état des sièges, il aurait fallu que cet état des sièges nous donne des résultats escomptés. Ça signifie qu'avec l'état des sièges, il y a suffisamment des hommes des troupes sur terrain, il y a suffisamment des éléments FARDC sur terrain, il y a suffisamment de la police. Des Kenyans, MONUSCO et puis des Américains. Et avec tous ces hommes, il y a possibilité de mettre hors d'état de nuire tous les rebelles, ADF, Maï Maï, tous les rebelles qui œuvrent dans cette partie du pays. Mais lorsque on en arrive maintenant à mutualiser les forces avec l'Ouganda, on peut dire que quelque part l'état des sièges a échoué. Alors, l'état des sièges a un tout petit peu échoué. Pourquoi? Parce que ce soit dans l'Ituri, que ce soit dans le Nord Kivu, il y a encore des tueries. Même si les gouvernements expliquent ça par le fait que non, l'ennemi n'a plus une seule base, l'ennemi est en train de se disperser un peu dans la nature, l'ennemi se positionne autour des routes pour attaquer les convois, même s'il y a attaquer les véhicules des civils, même s'ils sont convoyés. Donc, c'est ça l'explication du gouvernement. Mais lorsque nous observons, nous pouvons dire que d'une manière ou d'une autre, il y a un échec. Mais par rapport aux troupes ougandaises, puisqu'il faut qu'on en parle... Oui, personnellement, comment avez-vous jugé l'entrée de la troupe ougandaise en RDC? Il y a eu un peu de l'agitation. Vous savez, le gouvernement est en droit de réfléchir, est en droit de trouver des solutions aux problèmes de l'Est. C'est son droit. C'est pour cela qu'il a été mis en place. Le président de la République a été élu pour cela. C'est pour cela qu'il est en droit d'aller chercher des solutions à gauche ou à droite pour tenter de donner la paix aux populations de l'Est. Ça, c'est son droit de pouvoir mutualiser les efforts. J'ai suivi les explications du porte-parole du gouvernement. J'ai suivi être contre... Il faut quelque part qu'on dise, lorsqu'on est contre une opération, qu'on dise ce qu'on propose en lieu et place de l'opération. Il ne faudra pas qu'on soit contre juste parce qu'on est politicien, parce qu'on veut donner une certaine opinion politique. Non. Le problème, c'est que le gouvernement, c'est son droit. C'est son droit, c'est lui qui gère, c'est lui qui décide. Même sans autorisation du Parlement. Nous allons arriver au niveau de l'autorisation, même si dans cette matière, il n'y a pas d'autorisation. Nous allons arriver à ça. Ils sont en droit de réfléchir. Mais le problème se pose à quel niveau? Il y a eu un peu de l'agitation au niveau de la communication. La toute première communication gouvernementale à ce sujet n'avait pas été claire. Patrick Mouyaya, avec le deux porte-parole, le porte-parole des FARDC et le porte-parole de la police nationale congolaise. Et la première communication était faite dans le sens de dire qu'il y a une mutualisation de forces. Une mutualisation des forces. Les deux services de renseignement ont réalisé que les ADF tuent aussi bien en Ouganda qu'en RDC. À ce niveau, les deux armées
ont convenu de pouvoir mutualiser leurs forces pour mettre hors d'état de nuire les rebelles. C'était ça la première communication. Mais les jours qui a suivi, l'armée ougandaise a communiqué pour dire qu'effectivement, ils avaient commencé les opérations de frappe aérienne. Et dans l'opinion, on a vite compris que non, le gouvernement, quelque part, n'avait pas dit la vérité. Alors pourquoi le gouvernement n'avait pas dit la vérité? Parce qu'il y avait effectivement cette crainte de donner l'impression qu'on a trahi la nation. Parce qu'effectivement, les informations qui circulaient avec le précédent fâcheux, une opération de même nature a été faite avec le Rwanda, à l'époque où Vital Kamerhe était président de l'Assemblée nationale. On se rappellera de l'interview que Vital Kamerhe avait accordée à Radio Okapi pour dire qu'il n'était pas informé. C'est juste pour dire qu'en cette matière, on ne demande pas l'autorisation du Parlement. On ne demande pas l'autorisation, mais on informe le Parlement. C'est ça la nuance. Est-ce que le Parlement a été informé? Je vais y arriver. On informe le Parlement. On ne demande pas l'autorisation du Parlement, mais on informe. Mais quand est-ce qu'on demande l'autorisation du Parlement? On demande l'autorisation du Parlement lorsqu'il s'agit d'une déclaration de guerre. Par exemple, si la RDC il y a un peu de confusion là. Si la RDC veut déclarer la guerre à un pays voisin, par exemple, nous voulons déclarer la guerre à un des pays voisins, à ce moment-là, le gouvernement demande l'autorisation du Parlement. Mais ici, il s'agit d'une collaboration avec une armée étrangère. Et là, la loi est claire à ce sujet, c'est-à-dire que vous informez les parlements. Vous prenez la décision à votre niveau, mais vous informez aussi les parlements que regardez, pour telle raison, nous avons pris la résolution de faire venir une armée étrangère pour traquer les rebelles, ainsi de suite. Ça, c'est une chose. Et effectivement, à ce niveau, la question que tu as posée, de savoir si le Parlement avait été informé, bon, comment le savoir? Comment le savoir? Parce que lorsque vous prenez le cas Kamerhe, en 2009, Kamerhe nous dit à la radio... Mais c'est là où ça pose problème. On dit que le chef de l'État est en train de violer la Constitution. Il prend des décisions comme ça, sans informer. Kamerhe nous dit à la radio qu'il n'était pas informé. À l'époque, oui. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il n'était pas informé. Lorsque vous prenez l'entrée des troupes ougandaises, est-ce que nous avons suivi aujourd'hui Mbosso ou Bahati dire qu'ils ne sont pas informés? C'est ça le problème. Si eux n'ont pas dit qu'ils ne sont pas informés, pourquoi nous allons dire, s'ils n'ont pas dit qu'ils n'ont rien dit? Mais ils doivent quand même le dire, non? Oui. Ils doivent quand même informer aussi la population pour dire que non, ils sont au courant de ce qui se passe dans l'Est. Être au courant, ça signifie quoi? Passer à la télévision, dire que non, nous sommes au courant. Mais ils sont passés, ils l'ont dit. Ils sont passés, ils l'ont dit. Moi, j'ai suivi Mbosso le dire, j'ai suivi aussi Bahati le dire. Le problème, c'est que on a un peu aggravé cette situation. En fait, ils sont au courant, mais le chef de l'État n'a pas... Il y a eu un confrère journaliste qui a posé la question en termes d'autorisation. Perro Louara, pour ne pas les citer. Il y a un confrère qui a posé la question en termes d'autorisation, même s'il a été ramassé. J'ai eu pitié à sa place, il a été ramassé par le porte-parole de la PNC qu'en cette matière, on ne demande pas l'autorisation. Moi, je sais, depuis l'ère Kamerhe, qu'en cette matière, on ne demande pas l'autorisation, mais on informe. Mais le problème, il faut maintenant s'informer ou bien poser la question au président de deux chambres du Parlement pour savoir s'ils étaient informés ou non. Mais le problème, on en arrive là. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette opération avec les Ougandais est juste une manière de dire à la MONUSCO qu'elle ne nous a pas aidés. C'est juste une manière de dire à la MONUSCO qu'elle ne nous a pas aidés. Parce que si la MONUSCO est là avec ses moyens logistiques, elle devait quand même aider la RDC. Si aujourd'hui nous recourons quand même à l'armée ougandaise pour qu'on puisse être soutenu en artillerie. Souvenez-vous, en artillerie, ça signifie qu'avec les trappes aériennes, nous, la RDC, nous sommes incapables de pouvoir frapper de manière aérienne pour atteindre l'ennemi. Et pourquoi le gouvernement ne met pas le moyen, ne fait pas confiance à l'armée? Effectivement, c'est ça le problème de nos dirigeants. Nous ne parlons pas seulement des Félix Tshisekedi, nous parlons aussi de Kabila, nous parlons aussi des Mobutu. Toujours demander de l'aide, tout ça. Vous avez suivi la sortie médiatique du président ougandais. Qui devrait permettre à notre armée d'avoir suffisamment de moyens. Et c'est pour cela, lors du débat sur les budgets 2021-2022, excusez-moi, au niveau de l'Assemblée nationale, le premier vice-président de l'Assemblée nationale avait demandé qu'on puisse tripler les budgets alloués à l'armée.
même s'il y a eu un débat là-dessus, et c'est quand même fondé comme raison. Il faut qu'on donne suffisamment de moyens à l'armée. Il faut que notre armée puisse avoir des moyens logistiques assez importants pour avoir des avions de chasse, pour avoir des drones, afin de pouvoir repérer l'ennemi avec la technologie et tirer de loin, ainsi de suite. Je pense que c'est une valeur ajoutée. Ambroise Mamba, mais à l'époque de Kabila, comme vous avez cité Kamere, quand il était comme président de l'Assemblée nationale, il y a eu la présence, l'entrée de troupes ougandaises, je ne sais pas, rwandaises, dans l'Est, mais les gens n'étaient pas d'accord, surtout l'opposition à l'époque. Vous savez le problème. L'opposition qui est au pouvoir aujourd'hui. Vous savez le problème, c'est quoi? On a condamné Kabila. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est lorsque l'armée étrangère entre au pays en RDC, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On voit l'exploitation de nos ressources. C'est ça. On voit l'exploitation de nos ressources. Et aujourd'hui, on a du mal à se défaire du Rwanda. Pourquoi? Parce que le Rwanda... Parce qu'il est entré dans notre pays avec les FDLR. Les Ougandais et les Rwandais qui opèrent là-bas dans l'Est. Mais ils sont encore là. Est-ce qu'ils vont partir? Vous savez que avec l'entrée des Rwandais, par exemple, nous avons des difficultés à restaurer notre autorité de l'État dans les mines de la partie Est du pays. Et c'est pour cela que les gens sont toujours trop réservés lorsqu'ils apprennent que c'est une armée du voisin de l'Est qui entre pour nous soutenir. Il est vrai que l'objectif poursuivi est noble. Il faut qu'on en finisse avec les ADF. Ça, c'est très important. Maintenant, le problème, est-ce que les Ougandais, lorsqu'ils vont entrer, vont-ils vraiment rentrer quand ils vont finir leur mission? Est-ce qu'ils vont rentrer chez eux? C'est ça le problème aussi. Est-ce qu'ils ne vont pas exploiter nos ressources? Est-ce qu'ils ne vont pas commettre des violations de droits de l'homme, notamment les viols sur les femmes congolaises? Parce que déjà à l'époque, on accusait les Ougandais. Et c'est pour tout ça que lorsque les Congolais apprennent qu'il y a l'entrée des troupes rwandaises ou ougandaises, il y a quand même cette méfiance. Parce qu'on se rappellera que le Rwanda et l'Ouganda se sont battus à Kisangani. Et aujourd'hui, l'Ouganda a même été condamné à payer 10 milliards de dollars à la RDC. C'est avec tout ça que les Congolais ont des mauvais souvenirs de ses voisins. Ils ont quand même un mauvais souvenir lorsqu'on apprend qu'ils viennent. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faudra que la population soit vigilante. Il faudra qu'on soit vigilante pour suivre de près cette situation, que les Ougandais, lorsqu'ils auront fini la mission, qu'ils puissent rentrer rapidement pour qu'il n'y ait pas l'exploitation un peu illégale de nos ressources. Je ne sais pas si c'est là la contrepartie, ça je ne sais pas. Oui, c'est ça que je voulais aussi. On est en train de réfléchir. Est-ce qu'ils sont là gratuitement, les Ougandais? Non, ils seront rémunérés comme la MONUSCO ou comment? On ne sait pas. La première chose, lorsqu'on nous parle de la mutualisation des efforts, c'est pour rien, c'est gratuitement? Lorsqu'on nous parle de la mutualisation des efforts, on ne va pas très loin en détail. Et effectivement, le porte-parole du gouvernement disait dernièrement que les services de renseignement ougandais et les services de renseignement congolais ont travaillé ensemble. Ils ont réalisé que les ADF venaient de tuer des Ougandais. Alors, quelque part, les Ougandais se sont sentis concernés par la question. Ils sont venus pour intervenir. Mais est-ce qu'ils sont venus gratuitement? Parce qu'il faut savoir que quand ils y viennent, ils se protègent d'abord eux-mêmes, mais ils aident aussi la RDC à se défaire des rebelles des ADF. Mais est-ce que c'est de manière gratuite parce qu'ils sont sur notre territoire? C'est toute la question. Là, je ne peux pas vous dire que j'ai d'informations là-dessus. Et selon vous, est-ce que ces Ougandais arriveront à mettre fin à cette guerre? Effectivement, c'est difficile. Ils vont apporter une solution. C'est difficile de répondre en avance pour dire qu'ils vont échouer ou vont réussir. C'est difficile de répondre en avance. Mais tout ce que je sais que les rebelles, que ce soit les Mai Mai, que ce soit les FDLR, que ce soit les ADF, ils sont soutenus quelque part. Ils sont soutenus quelque part. Si on n'a pas réussi à couper ces cordons ombilicaux qui les lient à leur soutien, que ce soit en interne ou en externe, et je pense qu'il faut procéder par la force, il faut procéder par la guerre. Et c'est effectivement là où on est arrivé. Mais si on peut arriver à couper ces soutiens, si la communauté internationale peut aider la RDC à couper les soutiens, parce que les rebelles sont soutenus, comment sont-ils approvisionnés en munitions,
en nourriture, ainsi de suite. Ils sont soutenus par qui? On ne sait pas jusqu'à présent. C'est pour cela qu'on s'est dit, mais finalement, on a dialogué, on a beaucoup dialogué, on a utilisé des voies diplomatiques, ça n'a rien donné. Cette fois-ci, on va utiliser la force. Voilà pourquoi les Ougandais sont... On espère que ça donnera quelque chose, mais Ambroise, avec tous ces groupes armés dans l'Est, avec tout ce qui se passe, la situation dans l'Est du pays, n'étendons-nous pas vers la balkanisation? Non, on ne va pas dire qu'on tend vers la balkanisation. La balkanisation a toujours été souhaitée depuis très longtemps. C'est un projet, c'est un vieux projet. Parce qu'il y a des Américains là-bas, il y a la MONUSCO, il y a tout ce monde-là. C'est un vieux projet, surtout les Anglais. Les Anglais, ils veulent la balkanisation, surtout l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair. Et cette guerre avec les États-Unis et la Chine. Ils veulent que nous soyons balkanisés, ainsi de suite. Mais le problème, c'est qu'il faudra que nos dirigeants soient vigilants de ce côté-là pour dire qu'on ne tombe pas dans le piège. C'est vrai, on fait venir une armée étrangère pour venir à bout des ADF, mais il ne faudra pas que ça donne de l'occasion à ceux qui veulent balkaniser notre pays à pouvoir réaliser leur projet. Il faut être vraiment vigilant, hein, très vigilant. Alors qu'est-ce que vous ressentez, Ambroise, pour finir, hein, pour boucler ces chapitres, quand vous voyez Kagame ici, en RDC? Qu'est-ce que vous ressentez? Non, moi je suis très professionnel, Nicole. Moi je suis très professionnel. Je suis congolais. Aujourd'hui, Rwandais a atterri aussi à Goma. Nous voyons vraiment, il y a cette collaboration entre Fachi et Kagame. Je ne suis pas seulement journaliste. Oui. Vous savez, si vous vous mettez à la place de Fachi... C'est vrai que ce sont nos voisins. Vous savez que c'est très difficile. On est condamné à vivre ensemble. C'est très difficile. Oui. On a dit de Kagame que c'est lui qui nous cause le malheur. Oui. C'est lui qui nous fait la guerre. C'est lui qui nous envoie des oui, mais on a même traité Kabila de Rwandais à l'époque. On a dit de lui cela. Oui. Mais mettez-vous à la place de Félix Tshisekedi, qui arrive au pouvoir, qui trouve les relations entre Paul Kagame et Kabila un peu au froid. Comment doit-il se comporter? Autre chose, en relation internationale, il y a un principe qui dit que les relations entre les nations sont soit pacifiques ou soit belliqueuses. Lorsque les relations entre deux États sont belliqueuses, les nations les plus faibles s'inclinent devant les nations les plus puissantes. Nous sommes à la télévision, Nicole. Il faudra qu'on puisse peser les mots que nous sortons. Entre la RDC et le Rwanda, qui est fort? Est-ce que la force de la RDC, c'est dans les réseaux sociaux? C'est à la télévision? La force, c'est sur terrain. C'est sur le champ de bataille. C'est à ce niveau-là qu'on doit savoir qui est fort et qui est faible. Et lorsque vous arrivez au pouvoir, vous vous appelez Félix Tshisekedi. Vous remarquez par exemple qu'au niveau de votre armée, il y a une petite faiblesse. Et que les Rwandais auraient un peu de l'avance sur vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez bomber les torses? Donc vous allez montrer Félix Tshisekedi est prêt à tout. Je n'ai pas fini. Vous allez montrer vos biceps? Ou vous allez vouloir un peu rétablir les relations de bon voisinage? Peut-être que votre voisin peut revenir à la raison pour ne plus vous faire du mal. Mais entre-temps, pendant ces temps, vous ne négligez pas l'option militaire. Vous négligez pas l'option militaire. En même temps, vous regardez qu'est-ce qui nous affaiblit. Parce que nous avons été infiltrés. Nos services de renseignement ont été infiltrés. Et c'est ce qu'il a trouvé. Nous avons été infiltrés. Devrons-nous déclarer la guerre tout en sachant que ce que nous allons déclarer ici, le voisin va les savoir à la minute qui suit? C'est effectivement ça. Moi, je ne voudrais pas avoir une réaction comme celle des Congolais, des réactions épidermiques. Dire tout simplement que je suis fort, parce que c'est une parole qu'il faut dire. Non, il faut regarder la réalité en face. La force, c'est sur le champ de bataille. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux ni à la télévision. Dans les réseaux sociaux. Bien, voilà, espérons que tout va aller pour le mieux. Hein. Donc, je demanderai donc aux Congolais d'être calmes, d'observer, voir si réellement ces Ougandais ou Rwandais ne vont pas encore nous chercher des problèmes. Hein. J'espère seulement que ça va aller dans l'est de notre pays. Eh bien, nous allons parler d'autre chose. Séni, les évêques catholiques ont évolué dans leur position. Ont-ils accepté, enfin, Denis Kadima? Effectivement, moi je trouve que les évêques catholiques ont enfin accepté Denis Kadima. En contrepartie, parce qu'ils ont été reçus par les présidents de la République. Hein. D'abord, les chefs des institutions sont allés voir les cardinaux. Toute une République s'est déplacée. Après, ils sont allés voir le président de l'ECC. Et à la suite, le président de la République va recevoir les évêques catholiques. C'est tout dire.
c'est dire que il y a eu quand même un arrangement. Un arrangement, il peut être particulier. Ça signifie que le gouvernement de la République a parlé. Lorsque vous écoutez le cardinal Ambongo vous dire, par exemple, que nous avons compris, nous allons partir sur des nouvelles bases, pendant qu'il dit ça... La première étape a été franchie. Pendant qu'il dit ça, où est Denis Kadima? Il est à la CENI. Pendant qu'il dit ça, Denis Kadima est à la CENI. Donc ça n'a servi à rien, comment leur démarche. C'est pour cela. Le bloc patriotique. C'est pour cela. Le bloc patriotique réunit les partis politiques et les forces sociales. Il y a la société civile, dont les églises, les laïcs catholiques et les laïcs protestants, ainsi de suite. Mais le problème ici, c'est qu'il faut qu'on se regarde en face. Je suis en train de croire qu'il y a eu une certaine contrepartie. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que Marcel Outembi va dire qu'une étape a été franchie. Disons-nous un peu la vérité. Cette question a posé problème avec l'opposition. L'étape qui a été franchie, c'est laquelle? L'étape qui a été franchie, à mon avis, c'est l'installation de Denis Kadima à la tête de la CENI. C'est cette étape qui est franchie. Et maintenant, l'Église catholique est en train de miser sur l'observation électorale, sur l'éducation civique et électorale et l'observation électorale. Voilà l'actuel champ de bataille de l'Église catholique et l'Église protestante aujourd'hui. C'est dire qu'ils ont accepté Denis Kadima. Ils l'ont accepté. Ils l'ont accepté. Mais ils l'ont accepté. Mais comment allez-y. En échange de quelque chose. Je n'ai pas des preuves. Je n'ai pas des preuves sur la contrepartie. L'Église catholique a été corrompue? Je m'imagine. Je n'ai pas des preuves, je suis en train de le dire, je n'ai pas des preuves sur la contrepartie, mais je m'imagine qu'il y aurait eu une contrepartie. Parce que ce n'est pas gratuit. Imaginez-vous que l'Église catholique, qui tient à sa réputation, qui a dit qu'elle ne va plus collaborer avec les bureaux de la CENI, les bureaux de Denis Kadima. Et cette Église qui se laisse amadouer par le gouvernement. Les chefs des institutions se déplacent. Ils vont amadouer. Ils ont joué. C'est une politique. C'est de la politique. Ça signifie que non, nous avons installé Denis Kadima. Ils ont commencé par ignorer l'Église catholique. Ils ont commencé par ignorer les revendications de l'Église catholique et l'Église protestante. Ignorer la demande du consensus. Ignorer même la demande de l'audience avec le président de la République. Le président avait même dit qu'il ne va pas recevoir les évêques catholiques, mais parce qu'il fallait d'abord installer Denis Kadima. On a installé Denis Kadima. Nanga est parti. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même obtenir la collaboration de ces deux églises. Et c'est ce qu'ils ont fait. On a obtenu leur collaboration. Alors, comment trouvez-vous leur décision de suspendre leur participation à la plateforme confession religieuse? La première chose qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que cette décision n'aura pas d'incidence sur Denis Kadima. Ils suspendent leur participation à la plateforme confession religieuse. Ça signifie qu'ils ont refusé de se mettre autour d'une table avec les groupes de 6. Et quand ils refusent de se mettre autour d'une table avec les groupes de 6, ça n'a pas d'incidence sur la personne de Denis Kadima. Denis Kadima reste. Mais cette décision va poser problème prochainement, pas aujourd'hui. Prochainement, lorsqu'il faudra désigner les successeurs de Denis Kadima. Ou bien lorsqu'il faudra désigner le président de la CNDH. Parce que ce sont les confessions religieuses qui se réunissent pour désigner le président de la CENI. Et c'est à ce moment-là que ça posera problème. Est-ce que l'Église catholique pourrait se réunir? Or, il y a une loi. Il y a une loi qui exige que les 8 confessions religieuses se réunissent pour désigner le président de la CENI. Mais l'Église catholique qui est présidente de cette plateforme et l'Église protestante qui est vice-présidente de cette plateforme qui rompt avec les groupes de 6, ça signifie que ça va poser problème prochainement, pas aujourd'hui. C'est à ce niveau-là qu'on verra comment le gouvernement va s'y prendre. Est-ce que l'Assemblée nationale va changer la loi ou on va garder la même loi pour qu'on puisse demander maintenant à l'Église catholique de se remettre ensemble avec le groupe de 6? Il y a une intelligence dans cette décision. C'est quoi l'intelligence? Parce que l'Église catholique estime avoir une certaine notoriété. Les deux églises, catholiques et protestantes, ils estiment avoir une certaine notoriété. Et que le groupe de 6 bénéficie de cette notoriété, mais ils coalisent pour décider contre ce que les deux églises
ont comme expérience, ce sont eux qui ont une expérience électorale, ainsi de suite. C'est à eux de pouvoir désigner le président de la CENI. Ils estiment que c'est à eux de pouvoir désigner le candidat président de la CENI. C'est à ce niveau-là que je trouve qu'il y a une intelligence dans cette décision. Alors, prochainement, peut-être que le Parlement va décider de changer la loi ou bien revenir au niveau de la participation de l'opposition aussi pose problème. Hein. Chadari, j'ai suivi Chadari qui dit que le FCC PPRD ne sera pas là. Bon, le problème c'est qu'aujourd'hui, le bureau de la CENI... La place de l'opposition, alors, comment... Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le bureau de la CENI est monolithique. Il est monolithique parce que les postes de l'opposition restent à pourvoir. Ils sont vacants, ces postes. Alors aujourd'hui, si Chadari, le FCC, ils tiennent à tout prix à ne pas présenter les candidats qui devraient occuper ce poste, c'est un problème. Est-ce que ce sont les élections qui seraient organisées par un bureau monolithique? C'est ça le problème. Aussi, mais il y a quand même un groupe révolutionnaire au sein du FCC. Il ne faut pas minimiser ça. Il y a Constant Moutamba, Agé Matembo, qui se sont réunis dans une certaine dynamique révolutionnaire au sein du FCC et qui ont évolué, qui ont examiné l'appel du président de l'Assemblée nationale pour envoyer les délégués afin d'occuper les 3 postes de l'opposition. Et je pense que ça peut être possible. C'est en politique, nous sommes en politique. Ça pourrait être possible. Nous sommes en politique. Je pense que c'est à ce niveau que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, est en train de jouer. Mais la MOUCA n'a toujours pas digéré la décision de l'Église catholique. Et le bloc patriotique, quel avenir? On ne sait plus, il n'y aura plus de marche. Il n'y a pas d'avenir parce que l'Église catholique a été claire. Il ne faudra pas que l'abbé Scholl a dit que l'Église n'était pas dans l'opposition. Oui, effectivement, il ne faudra pas que l'opposition doit s'assumer. Vous savez, l'Église catholique a toujours sa position. Même ceux qui font route ensemble aujourd'hui avec l'Église catholique, lorsqu'ils seront au pouvoir demain, l'Église catholique ne va pas être avec eux. C'est ce que Scholl a dit aussi. Quand vous êtes dans l'opposition, nous sommes là avec vous. Quand vous serez dans le pouvoir. C'est d'ailleurs une leçon pour les partis politiques. De faire route seul, de ne pas associer l'Église catholique, de laisser l'Église catholique et l'Église protestante faire ce qu'elles font en tant que société civile et de se comporter, de s'assumer. Scholl a dit plus jamais ça. Et effectivement, il a envoyé un message clair. Il ne faudra pas que les partis politiques puissent compter sur l'Église catholique pour faire leur marche, ainsi de suite. Et là, effectivement, il faudra que les opposants puissent s'assumer. Rapidement, nous allons parler, on n'a plus assez de minutes, contrôle parlementaire, Ambroise Mamba. Comment vous avez trouvé la prise de bec entre Sesanga et Christophe Mbosso? Bon, on en parle, hein, ça existe dans les hémicycles à travers le monde, hein, ça existe dans les hémicycles à travers le monde. Sesanga dit qu'il n'y a pas une loi financière. Les problèmes, c'est que délinquance financière. Le problème, c'est qu'il faut dire d'abord au départ, Sesanga a la parole, il est en train de critiquer l'exécution des budgets au niveau du gouvernement. Il utilise un mot. Il parle de la délinquance financière. En droit, c'est pas une insulte quand même. C'est un terme consacré. Il faut d'abord dire que c'est un terme consacré. Mais le terme consacré, la délinquance financière, ce n'est pas à Sesanga de l'utiliser. C'est à la justice d'utiliser ce terme. C'est un avocat. Non, mais il n'est pas magistrat. Il avait sa religion. Il n'est pas magistrat. Ce n'est pas à lui d'utiliser ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque vous êtes dans un débat, il y a quelqu'un qui a la police de débat. La personne qui a la police de débat estime que vous avez utilisé un mot fort. Lorsqu'il vous demande de retirer, supposons qu'il soit ignorant. Supposons que Mbosso soit ignorant. Supposons que Mbosso soit ignorant du terme délinquance financière. Supposons qu'il soit ignorant. Et qu'il estime que pour lui, le thème a été fort. Qu'est-ce qui empêchait Deli Sesanga de dire par élégance, de retirer, de dire Monsieur le Président de la République, par respect pour vous, je retire. Mais je voudrais juste dire que la délinquance financière est un terme consacré. Mais par respect à vous, je retire. Il aurait poursuivi. Il aurait poursuivi avec ses explications. Il aurait poursuivi avec ses critiques. Mais regarde lorsqu'il tombe maintenant dans l'arrogance. Il a voulu faire voir au président de l'Assemblée nationale qu'il connaissait plus que lui. Il lui dit, non, Monsieur le Président, je ne retire pas. C'est à ce niveau que son arrogance va croiser la résistance du président de la CENI. Il lui dit, Monsieur, si vous ne retirez pas, je vous retire la parole. Il lui dit, oui, je retire, vous pouvez la garder. Mais de toutes les façons, Monsieur le Président, vous êtes le pape d'une religion éculée.
Et ça choquait le président de l'Assemblée nationale. Et quand il s'en va, on a suivi la vidéo qui circule sur la toile. Quand il s'en va, il commence à crier, vous négociez la criminalité financière, vous êtes ridicule. Mais le président aussi l'a traité de délinquant, c'est le président qui a insulté. Non, Mbosso, quand même. Quelque part, le président, pourquoi il a utilisé ça? Il a utilisé le mot qui a été utilisé par Sesanga. Il voulait lui expliquer que le fait pour vous d'avoir refusé de retirer la parole, lorsque moi qui ai la police de débat, j'ai estimé que le terme est fort, lorsque vous refusez de retirer cette parole, vous êtes alors délinquant. Mais on lui a pas aussi donné... C'est ce qu'il a expliqué. Parce qu'il voulait aussi s'expliquer. L'élégance, lorsque vous êtes dans un hémicycle, vous êtes dans un débat, celui qui a la police de débat vous demande de retirer un terme fort, on retire par élégance. Mais on dit Mbosso aussi qui s'est transformé en dictateur, hein. Même Molière Nembalemba l'a dit une fois par rapport au débat sur la CENI. S'il s'est transformé en dictateur, pas sur la question de Denis Sesanga, peut-être sur d'autres matières, mais sur la question de Denis Sesanga, il a été courtois, il a demandé à faire beaucoup de... Mais par rapport au budget, comment vous trouvez quand même, quand Denis Sesanga dit qu'il n'y a pas une loi financière, budget 2021-2022 Bon, mais c'est des bonnes guerres, c'est eux les autorités budgétaires, c'est eux qui contrôlent le gouvernement. Et je pense qu'ils sont en droit de pouvoir dire au gouvernement, de pouvoir bien exécuter les budgets, parce que la situation qu'il a relevée date de plusieurs décennies. Des dépassements budgétaires, ainsi de suite, ça date de plusieurs décennies. Ça ne concerne pas seulement la gouvernance de Félix Tshisekedi, ça concerne aussi la gouvernance de Joseph Kabila. Rapidement, Ambroise Mamba, Congo Hold Up, l'IGF a fait une sortie vraiment très critiquée. Et protège-t-il Joseph Kabila? Je ne pense pas que l'IGF protège Joseph Kabila, on l'a mal compris. L'IGF explique ceci, il trouve les dossiers des 43 millions de dollars à BGFI Bank. Mais il réalise que BGFI Bank a lui-même créé un compte qui s'appelle Égal et qui est actionné par la banque. Et l'IGF était en difficulté d'établir les liens entre la banque et la société Égal. À ce moment-là, il ne peut pas faire une déclaration contre Égal ou contre Joseph Kabila. C'est à ce niveau-là que non, il s'est limité à dire que non, c'est la banque qui est responsable de cette situation. Mais les gens qui l'ont mal compris, ils estiment qu'il avait mis en cause Égal. Le problème, c'est qu'il n'a pas su établir un lien entre la banque et la société Égal. C'est ça le problème, justement. Alors, ce sont les enquêteurs de Congo Hold Up. De rembourser quand même ce sont les enquêteurs des Congo Hold Up qui sont allés loin pour dire que non, qui ont établi un lien entre Égal, dont le nom a été attribué au compte, quand même en tant que journaliste, analyste, comment avez-vous analysé ces enquêtes? Hold Up. Moi, je ne vais pas critiquer le travail des journalistes. C'est pas ça mon travail. Mais pourquoi ne pas associer aussi nos journalistes ici? Moi, j'analyse les faits. Mais je voudrais quand même dire une chose par rapport à ce qui se passe avec la banque. Il y a une gérance. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on pose la question à BGFI Bank. Quel est le lien qui existe entre lui et Égal? Et pourquoi avoir donné le nom de ce compte à Égal? Pourquoi seulement Égal? Pourquoi pas un autre nom? C'est à ce niveau-là qu'on devrait quand même établir un lien entre la banque et la société Égal, parce qu'elle appartiendrait aux proches de Joseph Kabila, et la banque qui n'accepterait pas seulement de rembourser l'argent, même si elle a demandé un échelonnement. Le problème, c'est qu'effectivement, il y aurait quand même un lien. Même le LIGF n'est pas vu autorisé à pouvoir établir à l'enquête, là, les 130... C'est quoi? 138 millions de dollars. Joseph Kabila est-il accusé à tort ou à raison? Bon, vous savez, personnellement, je n'ai pas de preuves s'il est accusé à tort ou à raison. Ce sont les enquêtes. Observateurs qui condamnent même Fati, qui dit que c'est à cause des Fati. C'est ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque les journalistes font une enquête, ils se limitent à publier leurs enquêtes. Mais le reste... c'est à la justice. C'est la justice qui établit une condamnation, qui condamne la personne
Et là, effectivement, ça reste dans les annales, on dit que tel avait détourné, ainsi de suite. Mais les journalistes ont fait leur travail, ils ont publié. Le problème, c'est que l'IGF a reconnu quand même que tout ce que Congo a publié, l'IGF est informé, il a enquêté déjà sur la question. Justice quand même, comme on est en train de parler rapidement, nous sommes arrivés à la fin, porté disparu Willy Bakonga qui a été libéré par erreur. Comment avez-vous trouvé cette situation? Bon, je pense qu'il y a eu une erreur. Lorsque le président de la République prend une ordonnance, c'est au ministre de la Justice de pouvoir mettre en place une commission pour étudier les dossiers de ceux qui répondent aux critères pour bénéficier de la grâce présidentielle. Et je pense qu'à ce niveau, il y a eu quand même un magistrat de siège, un magistrat de siège qui s'est mal comporté, qui aurait glissé les noms de Willy Bakonga, et il est sorti. Il est sorti. C'est à la ministre de la Justice qu'il s'est expliqué, parce que c'est elle qui a apposé sa signature sur la liste. Elle n'a pas eu le temps de lire, de voir. Le problème, c'est que est-ce que vous savez que nos ministres n'ont toujours pas le temps de lire tout? Parce qu'ils ont des collaborateurs. Ils ont des collaborateurs. Ils ont des collaborateurs qui ont établi des listes qui amènent. Vous ne faites que signer. Donc Willy Bakonga, est-ce qu'il peut retourner en prison? Parce que là, il s'est fait même pas voir. Encore faudra-t-il qu'il se fasse voir. Etienne Ilongondo est toujours dehors. On ne sait pas. Et Matata Ponyo aussi. Vous avez suivi quand même un petit commentaire là. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Oui. Et pourtant, depuis là, on disait qu'il y avait des avocats de Matata. C'est au niveau de la forme. C'est au niveau de la forme que Matata l'a emporté. Encore faudra-t-il qu'au niveau encore de la Cour de cassation, il y ait la possibilité de pouvoir juger un Premier ministre honoraire. C'est là tout le problème. Il peut être sauvé par rapport à la forme, mais au fond, peut-être qu'il y a à boire et à manger. Bukanga Lonzo. Les 200, plus de 200 millions. C'est ça le problème, c'est ça les droits pénals. On ne va jamais. C'est ça les droits pénals. Il est des strictes applications. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut. Alors, dernière question. Nous sommes à la fin de l'année. Les sociales des Congolais, quel bilan en faites-vous? Bon, le bilan, il n'est pas quand même bon, parce que ce que le président de la République et son gouvernement avaient promis ne s'est pas réalisé, même si on a vu quand même un lot de poissons chinchards arriver au pays. Mais il faudra qu'effectivement, vite, on puisse lancer ça sur le marché pour qu'effectivement, avec les festivités, qu'il y ait quand même baisse des denrées alimentaires, des prix des premières nécessités. C'est ça le plus important, mais les bilans, il ne me semblent pas positifs. Les bilans est négatif, parce que jusque-là, les sociales des Congolais, en tout cas, c'est terrible là-bas. Ça sera tout. Ambroise Mamba, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Non, merci. Ok, cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Ambroise Mamba, qui est journaliste ici à Congo Web Télévision, présentateur de l'émission Table Ronde, et il est aussi notre directeur d'information. Merci. En tout cas, Ambroise Mamba, merci pour vos analyses. À la prochaine. Merci. Au revoir et merci à l'équipe technique, à Clovis Odinga, Alva Kediazo. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.